Salut, c'est Colette, du podcast Colette se confesse. Salut, c'est Julia. Salut Julia, tu vas bien? Oui, je suis ravie d'être là, merci de l'invitation. Je suis ravie que tu sois là. Salut les cocos, salut à tous. Pour ceux qui viennent d'arriver sur mon podcast qui ne connaissent pas, je suis créatrice du podcast qui s'appelle Colette se confesse. J'ai différents formats audio, tout autour d'apprendre à se connaître et à communiquer ses désirs à son ou ses partenaires ou à ses ex s'il y a besoin de clarifier certains points sur certaines anecdotes. On va revenir aux anecdotes un peu plus tard. J'ai aussi un Discord, un Coco Club sur lequel vous pouvez communiquer. On peut se rencontrer tous ensemble. Donc, viendez si vous avez envie de voir ça. Et il y a également un Patreon. Un Patreon, c'est un site sur lequel vous pouvez devenir donateur. Et il y a plein de contenus exclusifs réservés aux membres, comme par exemple les histoires immersives. Les histoires immersives, donc c'est de la création sonore, c'est du sound design avec des histoires érotiques, parfois très très hautes, parfois poétiques, il y a un peu de tout. Je varie énormément les plaisirs et tout ça c'est dans le but de dire qu'en fait la sexualité elle prend plein de formes sous plein d'angles différents. Aujourd'hui avec Julia on va parler de sexualité et grossesse il me semble, surtout en fait pas forcément la sexualité reliée à soi, mais aussi comment elle peut être perçue par les autres, j'ai cru comprendre. Julia, tu sais que c'est hyper intéressant parce que, alors en fait, Julia a plusieurs métiers, plusieurs cordes à son arc, et en fait, je l'ai découverte la première fois par le biais d'un de ses ouvrages qu'on m'avait envoyé et que j'avais lu et que j'avais beaucoup aimé. C'était lequel ? C'était les sirènes. Toutes les femmes sont des sirènes, elles pensent avec leur queue. Voilà. Et en fait, le titre, j'avais beaucoup aimé le titre qui m'avait beaucoup interpellée. J'étais genre, ah ouais, trop chouette. Et mon histoire préférée d'ailleurs de ce livre, parce que c'est une histoire qui retrace plusieurs anecdotes en fait, avec plusieurs. Voyage dans le monde. Voilà, tout à fait. Et la toute première finalement, c'est celle qui m'avait le plus plu. Quand elle perd sa virginité dans le grenier. Ouais, j'aimais beaucoup comment le sexe s'apparentait de manière très organique à travers cette histoire. Oui, puis il y a un jeu qui se met en place tout de suite entre l'amant et la jeune femme, et ça c'est évidemment une chance quand même de pouvoir commencer et de perdre sa virginité dans un cadre qui soit où la femme ne soit pas oppressée. On voit bien qu'elle a le temps en fait. Il est là, il propose des jeux et puis il attend qu'elle soit prête à avoir envie d'aller plus loin. Ça, je crois que c'est une grande chance. Et comme quoi quand on fait les bonnes rencontres, le hasard fait bien les choses. Oui, aussi peut-être que c'est à nous de nous positionner ainsi, c'est-à-dire d'avoir rendez-vous avec la vie chaque jour. Moi, je dis souvent que c'est ça un peu notre devoir quand même, de célébrer la vie et donc de provoquer aussi ce regard sur le monde et sur nous tous, histoire de provoquer des choses curieuses, des rendez-vous, des rencontres, et pourquoi pas des rencontres amoureuses. Donc toi, tu dirais qu'il n'y a pas de hasard, que finalement, c'est nous qui voulons nous mettre au diapason avec les autres ou pas ? Moi, je dirais qu'après coup, on est tenté quand même d'y voir une histoire, mais que sur le moment, je suis pas sûre que ce soit toujours très clair. Finalement, je l'ai vu, j'ai eu envie de ken, et puis voilà quoi. Bah ouais, c'était le destin. Oui, c'est pas si facile. Alors évidemment, avec le temps, on dirait, il faudrait que je prenne ma voix de petite vieille. Oui, avec les années, on est plus sensible à la synchronicité. Donc on le sent quand on est sur la bonne vibration, parce qu'évidemment les choses s'enchaînent par le miracle, un peu comme ça. On rencontre les bonnes personnes, on ouvre les portes sans être obligé de passer par la fenêtre ou de défoncer la porte d'entrée. Voilà, on se rend compte qu'on est sur le bon chemin. Mais ça vient quand même aussi avec l'âge. Et l'érotisme, elle prend quelle place dans ta vie ? Alors moi, l'érotisme, c'est ma vie. Je ne vois carrément pas de différence entre l'érotisme et la vie. Pour moi, l'érotisme, c'est le chemin de la sensualité, c'est ouvrir ses sens. Et c'est ça pour moi la vie. Donc je vis un érotisme qui est assez poétique, qui est très fantasmagorique, mais qui vraiment prend toute la place. J'aime vraiment être dans une intention érotique.
Quand tu dis que c'est très fantasmagorique, pardon, ça veut dire que l'érotisme est très présent dans ton... il fait partie de ton riche intérieur, mais est-ce qu'il est aussi à l'extérieur ou est-ce que c'est quelque chose que tu intériorises énormément ? J'intériorise pas vraiment, c'est vrai. Je suis assez... Oui, je suis assez ouverte sur l'extérieur et même je pense que quand on me rencontre, quand on me voit pour la première fois, j'ai souvent comme retour quelque chose qui est assez fort. Je pense que j'envoie beaucoup d'énergie et que cette énergie, elle est palpable. Donc, de toute évidence, elle reste pas seulement à l'extérieur, elle circule bel et bien. Et je suis consciente de cette énergie sexuelle, mais pour moi, évidemment, elle ne me dérange pas. J'ai pas peur de ce que ça renvoie aux autres. J'aime que ça renvoie de l'énergie sexuelle aux autres. J'aime que ça questionne aussi, peut-être parfois. Et quand je dis fantasmagorie, c'est que je joue beaucoup et si tu veux, le rêve et mes fantasmes ont toute leur place, pas comme quelque chose qui serait autorisé entre 22h30 et minuit et demi, dans un cadre assez précis, après avoir bu quelques verres de vin ou je sais pas quoi. Moi, c'est vraiment une ivresse naturelle d'être dans mon fantasme, dans ma créativité érotique. Dès le matin, dès que je me lève, je suis dans cette fantasmagorie, dans le sens où je suis la femme érotique que je veux être. Et il n'y a pas de barrière entre celle que je veux être et celle que je suis. Et comme je n'ai pas de complexe là-dessus, eh bien, ça coule, quoi. Ça a toujours été le cas ? C'est un chemin quand même. Hein. Je suis née avec une grande énergie déjà, mais cette énergie... Pourquoi tu prends la voix de Europe 1 ou France Inter tout d'un coup ? Ah, c'est marrant. Parce que c'est profond. J'ai l'impression d'être sur une émission de France Culture, alors, tu sais. Maintenant, nous allons aborder des choses un petit peu complexes. Non, mais j'aime beaucoup, c'est très plaisant, pardon. J'ai tout cassé, mais non, tu n'as rien cassé du tout. Mais c'est vrai que c'est un chemin. On est avec, je pense, hein, c'est comme... En fait, c'est un peu comme le diamant. Le diamant, c'est une pierre toute pourrie à la base. Ce qui fait qu'elle est canon, c'est qu'elle est taillée de tous les côtés. Et c'est ces facettes, nombreuses facettes qui font sa richesse. Et... Je le prends complètement à mon compte. Je pense que toutes les femmes sont des diamants, y compris moi. Et donc, il faut les tailler, ces facettes, quand même. Et à un moment donné, il va falloir faire le job. Donc, j'ai pas toujours été comme ça. Mais il y a eu des rendez-vous. Il y a eu des rendez-vous dans ma vie, des rendez-vous, évidemment, de premier orgasme, etc., qui ont façonné ma personnalité. Et surtout, il y a eu des autorisations que je me suis données moi-même. L'autorisation de jouir, le droit de jouir, je crois qu'il n'est pas évident pour les femmes. Et moi, je me suis donné ce droit. J'ai réalisé, j'étais assez jeune, hein, au début de la vingtaine, mais j'ai le droit de jouir, waouh, allons-y. Mais je pense que ça a l'air tout simple, mais en fait, c'est assez puissant. Tu te souviens du point de bascule ? Oui, je me souviens parce que c'était un amant. C'était un homme avec lequel je faisais l'amour et qui, à un moment donné, ça durait, ça faisait longtemps qu'on prenait du plaisir, etc. Mais je ne jouissais pas, j'avais pas un orgasme démesuré. Et là, cet homme m'a dit, mais tu as le droit de jouir. Ça a déclenché quelque chose de très fort en moi. Et j'ai vraiment réalisé cette chose-là à tous les niveaux de mon être, dans mon corps, dans mon cœur. Ça a vraiment fait écho. Et avec ce garçon, d'ailleurs, on avait un petit jeu. C'est que lorsqu'on rencontrait quelqu'un, lui, il se demandait tout le temps, et il m'a filé le jeu, du coup, il se demandait comment la personne jouit. Est-ce que cette personne sait s'envoyer en l'air, sait voler, et comment elle pourrait jouir. Et ça, c'est vrai que ça change tout, parce que quand t'es jeune, t'as tendance à regarder l'autre quand tu le rencontres. Elle est brune, elle a les yeux marrons, elle est petite, elle est grande, elle est grosse, il est gros, je sais pas. On a des réflexes un petit peu superficiels. Et là, tout à coup, t'es dans le train, par exemple, et la personne d'en face, au lieu de détailler ses atouts extérieurs, tu te poses la question, mais à ton avis, comment il pourrait jouir, celui-là ? et ça donne quand même une vision... une vision plus coquine du quotidien. Oui, plus coquine, et puis surtout plus profonde, parce que du coup, il y a plus de superficiel, il y a plus finalement de race, de couleur,
Oui, il y a plus d'homophobie, il y a plus de grossophobie, il y a plus rien quand tu penses à ça, puisqu'en fait, on est tous égaux devant la jouissance. Donc, je le disais en rigolant dans mon premier livre, un de mes premiers Au lit citoyen. Et je disais l'orgasme est notre arme de construction massive pour un monde meilleur. Et c'est l'orgasme aussi qui nous met tous au même niveau. Et je le crois sincèrement. Et à partir de ce moment-là, est-ce que tu t'étais autorisée à jouir seule également ? Ou est-ce que c'était encore un autre travail ? Jouir seule, c'est aussi avec un autre amant. J'ai eu beaucoup d'amants. C'est avec un autre amant. Mais c'était pas seul du coup. Non, mais c'est lui qui m'a orientée là-dessus. C'est-à-dire que j'étais avec mon petit pommeau de douche, tranquillou pécho. J'étais pas vraiment... tranquillou pécho. J'étais pas dans un... Comment dire, j'utilisais pas forcément mes mains très souvent. Mais j'étais pas du tout gênée avec mon corps. Ça, je suis jamais été gênée avec mon corps. Mais voilà. Et j'avais un amant qui était très marrant, qui était très beau et qui faisait l'amour super bien. Et un jour, en partant, il me dit « Mais tu te masturbes, Julia ?» Alors je lui dis « Bah oui, de temps en temps. » Il me dit « Ah bon, mais pourquoi de temps en temps ?» Je lui dis « Bah, je sais pas, je fais ça quand j'ai envie. » Il me dit « Mais non, mais tu devrais faire ça tous les jours. » Je dis « Tous les jours, le boulot, quoi. » Non, mais... Et en fait... il est parti et je me suis dit ah mais c'est vrai, pourquoi je le fais pas tous les jours en réalité, pourquoi il n'y a pas cette célébration de manière plus récurrente. Et là je suis rentrée dans quelque chose d'un peu plus dans une célébration plus récurrente, plus quelque chose d'un peu plus voulu, d'un peu plus chorégraphié quoi. Et ça, j'avais aussi la vingtaine à peu près. La chorégraphie du clitoris, c'est quoi ? Ah mais pour moi, tout est un peu une danse, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que c'est quand même agréable. Alors bon, on va peut-être en reparler, mais c'est pas étonnant d'ailleurs si je l'ai fait quand j'avais 20 ans, parce que quand tu as 20 ans, souvent, enfin peut-être pas tous, mais bon, moi en tout cas à 20 ans, j'étais toute seule, célibataire, sans mari, sans enfant. Et donc, tu peux mettre de la petite lumière, mettre de la petite musique, t'enduire d'huile, et puis rentrer effectivement dans une danse. Oui, donc dans tout ce que tu appelles chorégraphie, finalement, c'est le contexte. On va se mettre dans un environnement Exactement. dans lequel on se sent bien, on se sent en confiance, en fait, on se fait kiffer. Et du coup, se fait kiffer. C'est parfois, tiens, j'ai envie de mettre telle musique et telle bougie. Et c'est un moment pour moi. Et du coup, je me donne le temps aussi de me faire du plaisir. Oui, et puis c'est vrai que chez moi, l'esthétique a son importance. J'aime l'idée de cette femme qui se déshabille lentement avec le peignoir qui tombe. Et puis ça sent bon. Et puis elle est là. Ça va doucement. Elle caresse son corps lentement. Ses mains, tu vois. J'aime cette beauté du corps qui ondule, de cette chose qui monte comme un rythme tribal, tu vois. J'aime ça beaucoup plus que je suis dans les chiottes, je baisse ma culotte et j'y vais. Je dis pas que c'est pas cool aussi, je dis juste que j'ai une tendance à aller vers quelque chose d'esthétiquement Mais c'est intéressant parce qu'on dit qu'on a deux... En fait, on dit qu'il existe deux différents styles de désir. Le désir spontané, que lui, c'est en gros, c'est la pulsion, c'est là tout de suite, ok, j'ai envie de me toucher ou j'ai envie de coucher avec cette personne, enfin, go. Et le désir réactif. Et le désir réactif, c'est quand tu es dans un contexte ou quand tu es bien avec une personne. Enfin, ça va être tout plein de choses différentes qui vont venir s'assembler, qui vont créer une harmonie, qui vont faire que, ok, là, tu es dans un moment vraiment très érotisant et tu as envie d'aller encore plus loin et de t'explorer, quoi. Donc, peut-être que toi, c'est plutôt ce désir-là qui te correspond. Moi, c'est intéressant. Tu parlais d'enfants et de... Oui. D'abord, tu as dit beaucoup d'amants. Je retiens quand même. Et après, tu as dit enfants. Donc, j'imagine que tu en as. Oui, j'ai 2 enfants et ils m'ont énormément fait évoluer d'ailleurs dans ma féminité, dans ma sexualité. Ça a été quelque chose de très fort. J'ai eu mon premier enfant, j'avais 30 ans. J'avais 30 ans avec mon mari, que j'ai toujours. Je suis assez tradie, finalement. Et j'étais déjà... Enfin, j'ai toujours été sur scène, de toute manière, toute ma vie, mais j'étais déjà dans cette dynamique de tournée, etc. Je me suis rendu compte que j'étais enceinte. J'étais en tournée en Syrie. C'était pas encore la guerre, évidemment. On était à Alep.
Et je m'en souviens parce qu'il y a un jeune gars de là-bas, des collines, on visitait entre les spectacles, évidemment. Et il y a un mec comme ça sur sa mobilette qui me dit, qui me fait comprendre, puisqu'évidemment, on ne se comprenait pas par la langue, par la langue de son pays. Donc, il me fait comprendre qu'il veut que je monte sur sa mobilette pour me faire descendre et aller me montrer je ne sais quoi, là-bas où il y avait des moutons ou je sais pas quoi. Et j'ai pas eu peur de monter avec ce gars, mais par contre, j'ai mis la main à mon ventre et j'ai senti un truc. Et je me suis dit, ah, tiens, j'ai senti que j'étais enceinte, en fait. C'est marrant comment le corps, tout de suite, te parle. Ah, t'as eu peur pour ton futur bébé, en fait? Je me suis sentie tout de suite responsable. En fait, je me suis dit, je crois que je suis pas toute seule et je veux pas prendre de risques. Wow. Donc, je me suis sentie mère très tôt, en fait, parce que j'étais enceinte de quelques semaines. Je savais même pas encore que j'étais enceinte. Comme j'étais en Syrie, il n'était pas question de faire un test de grossesse. J'étais là encore quelques jours, puis je rentrais à Paris. Donc, je me suis dit, on verra ça à Paris. Mais je l'ai senti. Et c'est marrant, ce réflexe tout de suite de responsabilité qui s'est immiscé en moi. Évidemment, je suis rentrée, j'étais enceinte. Oui, c'est dingue. Et comment s'est déroulée ensuite ta grossesse sur un point de vue vraiment intime, sexuel, érotique? J'ai vécu une grossesse géniale. J'étais vraiment... j'étais très heureuse d'être enceinte. Moi, je pose vraiment la question sur un point de vue, ouais, voilà, c'est... Oui, mais je pense que ça joue, parce que c'est-à-dire que quand tu as choisi l'homme qui te convient, et que l'homme continue à te désirer, et que toi aussi tu es dans le désir avec cet homme, ça met quand même ça met plus de facilité. Donc j'étais vraiment dans une sexualité très forte, hein. J'ai pas senti vraiment d'évolution. Il y en a qui ont vraiment des sexualités tout à coup débordantes ou pas du tout. C'est vraiment chaque femme est un peu. Mais moi, c'était plutôt dans la continuité de ma sexualité. Ça n'a pas changé. Non, mais par contre... pour lui, si. Et pour lui non plus. Ah ouais, ok. On a évolué avec ce ventre qui grossissait. Mais par contre, il n'y a pas eu d'arrêt. C'est-à-dire, j'ai fait l'amour jusqu'au bout. Et puis, j'ai recommencé quelques jours après. Il n'y a pas eu d'arrêt, en fait. Quelques jours après l'accouchement ? C'est-à-dire que je considère que faire l'amour, c'est pas forcément se pénétrer. J'ai un rapport avec ça. J'adore être pénétrée. D'ailleurs, puisqu'on en parle, je suis super en colère contre toutes ces nanas aujourd'hui qui sont pour moi dans un fantasme du clitoris tout puissant et qu'on ne jouirait en tant que femme qu'en touchant le clitoris. C'est complètement faux. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des études qui ont été faites sur des femmes qui ont un clitoris qui est sans nerfs, donc qui est innervé, et elles jouissent quand même par la pénétration. Donc, il faut arrêter avec cette idée du clitoris tout puissant. Et quand tu dis que le clitoris est innervé, c'est tout le clitoris, parce qu'après... Oui, tout le clitoris. Tout le clitoris. Faut dire ce qu'il y a, le clitoris, finalement, c'est pas juste la petite pointe, le petit sommet. Ah bah non. Voilà, c'est pas ce qu'on appellerait comme le gland chez l'homme, non. C'est tout l'organe qui a ça, autour des lèvres. C'est clair maintenant pour les gens, quand même. On sait jamais, je préfère le spécifier. En tout cas, c'est un organe qui est quasi aussi grand que le sexe masculin, puisque c'est entre 10 et 13 cm. Donc, c'est assez grand. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que même quand il y a... Un huitième, je crois, j'avais lu ça. Un huitième, ça veut dire quoi ? Et je crois que j'avais lu qu'il fait un huitième. Non, attends, je dis peut-être des conneries. Je sais un huitième de quoi ? Du pénis masculin, j'avais lu ça. Ah, je pense que le pénis masculin ne fait pas plus que que 30 cm. Écoutez, allez voir vos livres de biologie. Non, mais alors, pour le coup, c'est peut-être le scrotum dont je parlais. La face immergée, évidemment, est assez grande. C'est pour ça qu'on peut compter une dizaine de centimètres. Évidemment, le clito que l'on voit apparaître au-dessus, il est tout petit. C'est écrit dans mon livre qui est dans mon sac, mais je vérifierai tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui est sûr... et du coup, de par cette étude, on peut le voir, il y a aussi à l'intérieur du vagin des zones érogènes qui font que l'orgasme peut être provoqué indépendamment. Donc bon, ça c'est une chose, même si ça, je sais pas pourquoi d'un coup maintenant ça devient tabou de dire ça, mais bon, moi je le dis. Et surtout,
En plus, moi, j'adore être pénétrée. Donc, voilà. Mais, par contre, je pense l'un pas que la n'empêche pas l'autre, pénétration... surtout. C'est Voilà. pas, Et c'est pas puis soit t'es surtout- clitoridienne, soit t'es vaginale, soit t'es je sais pas quoi. C'est débile. non. T'es Il une y a femme, 4000 t'es manières une femme, de faire du sexe, il y a 4000 manières de... Et puis parfois, ça peut être même rien qui a avec la zone érogène du bas, ça peut être juste avec les seins. Non, ou mais même, d'ailleurs, il y a des jouissances le des dos, seins, il y a des jouissances anales, il y a des jouissances... voilà. Il y a tellement d'orgasmes. Franchement, tu me caresses les possible. selles, je pense que ça me fait grave un truc. Bah, bien sûr. Tu veux essayer, là? Faudrait lécher. Parce que quand on lèche les selles, Bah, ça ou fait vraiment, encore plus. En vrai, juste frôler déjà. Enfin, ouais, non, il y a T'es plein sensible trucs de à faire. l'aisselle. Ouais, mais alors, que de l'aisselle. Le reste du corps, pas trop. Mais par contre, l'aisselle, c'est un peu... Voilà. Non, mais voilà, donc du coup, on est bien d'accord que faire l'amour, c'est un ensemble de regards, de lèches, de baisers, de sourires, de fellations, de cunis. Et donc, il y a aussi de la caresses. pénétration. Et il y a aussi la pénétration, mais après un accouchement, la pénétration, pour le coup, il faut attendre un petit peu. Généralement, bon, les sages-femmes, etc., elles disent 21 jours. Toi, t'as attendu combien de temps? Bah, moi, j'ai été dans cette moyenne de 21 jours pour la pénétration. Ouais. Et t'avais eu des soucis, enfin, t'avais pas eu de déchirement, de trucs de... Ouh là là, moi, mon accouchement, c'est un gros, gros sujet. Ah, J'ai perdu les os. attends, est-ce qu'on on en parle, mais... C'est-à-dire tu veux me raconter toute l'histoire? Non, je te raconte ce que tu veux. Ah bah, si, enfin, si t'es d'accord, moi je veux bien écouter toute l'histoire. D'accord, je te raconte toute l'histoire. Ok, mais j'écoute. J'étais à 3 semaines avant le terme. Donc, on sait qu'il est possible d'accoucher, mais enfin, ça reste quand même assez abstrait, surtout quand c'est ta première grossesse. Donc, j'étais au naturel, dans ma robe léopard, avec mes talons aiguilles de quelques centimètres. J'avais baissé. Non, j'étais passée à 5 centimètres, alors que d'habitude, j'aime le 10. Alors, faut savoir que c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Non, parce que les Ah gens oui, qui y a vont des gens écouter, qui qui ne pensent te que je connaissent pas, rigole. ils pensent que tu fais de Non, l'humour. non, je Mais fais pas non, d'humour. je pense que c'était vraiment ton J'étais naturel. comme ça. Et bon, ma mère qui était venue depuis son sud natal, puisque ma mère réside près d'Aix-en-Provence, donc elle était venue. Donc toute la journée, elle m'avait fait marcher pour faire les magasins, je sais pas quoi, bref. J'étais crevée et on arrive à la brasserie chez Beaufinger. J'avais pas réservé, mais tout le monde, tout à coup, m'avait rejoint, c'est-à-dire ma sœur, son mec, ma cousine. Enfin bon, c'était le grand rendez-vous. Et mon mari, qui lui était à la maison, m'avait dit, écoute, Julia, s'il te plaît, je vais bosser, parce qu'en fait, après, tu vas accoucher. Il va y avoir un moment où je pourrai plus bosser. Donc là, je dois rendre cette musique. Mon mari est compositeur. Je dois rendre cette musique. Donc vraiment, écoutez, faites le resto sans moi, quoi. Je dis, bon, d'accord, j'étais un peu déçue, mais bon, je dis, c'est pas grave. Et donc, j'arrive chez Beaufinger et le mec me dit, le serveur, quoi, me dit, vous avez réservé? Je dis, oh, non, mais vous comprenez, je suis avec toute ma famille, soyez sympa. Puis là, il voit mon ventre et il dit, mais vous venez accoucher ici? Je fais, bah non, quand même. Et puis, il nous trouve une table, on monte à l'étage, on est sur le canapé en sky, on commande les huîtres et tout. Enfin, moi, je pouvais pas manger d'huîtres, mais bon, c'est pas grave. Tout le monde en voulait, donc voilà. Et là, je perds les os sur la banquette en sky. Donc déjà, je n'ai pas du tout compris tout de suite que je perdais les os, parce qu'il faut dire quand même que perdre les os, moi, personne ne m'avait dit que ça peut être le torrent. Je veux dire, c'est un truc de malade. Ça sort comme ça de ta chatte, comme un jet, mais hyper puissant. Et puis ça dure longtemps. Donc au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Les cascades. Et donc, je me suis mise à rire comme une folle. Et je dis à ma mère, il y a un truc un peu bizarre qui se passe. Ma mère est sage-femme. Je dis, là, il y a un truc un peu bizarre. Je sais pas, c'est les chutes du Niagara dans ma culotte, quoi. Et donc, ma mère me dit, mais enfin, Julia, tu perds les os. Je dis, ah bon, tu crois? Elle me dit, mais oui. Et là, elle baisse comme ça la tête, elle soulève la nappe. Elle dit, mais Julia, tu perds complètement les os. Donc, va essayer d'aller aux toilettes, de voir ce qui se passe. Et t'étais pas sûre? Ben non, parce que pour moi, perdre les os, c'était dans le lit, il y a une petite flaque. Là, d'un coup... Enfin, en fait, la sensation était tellement forte que la seule chose que ça me donnait envie de faire, c'était de rire aux éclats. Je trouvais ça tellement drôle. Mais tu croyais quoi, du coup, que tu t'étais Je pissée ne dessus, sais pas. non. Mais oui, c'est ça peut-être. Je Ouais. me disais, peut-être il y a un truc. Je comprenais pas ce qui se passait. Donc, je vais aux toilettes, je réalise, je me dis, mince, bon, ok, Et d'accord. ça a quelle odeur ou quelle couleur Bah, franchement, c'est blanchâtre et ça n'avait pas une odeur très forte. Il n'y avait pas d'odeur, en fait. Ok. Un peu comme... Moi, j'ai rien senti comme odeur.
je vais complètement changer de sujet, mais c'est juste pour comprendre. Est-ce que c'est un peu comme quand tu squirtes ou ça n'a rien Ça à voir? peut être un peu, même si quand D'accord. tu squirtes, il y a quand même un peu, il peut y avoir une odeur. Mais non, c'est ça, c'est un peu ça. D'accord. Mais il n'y a pas du tout d'odeur de cyprine. Ok. Et donc, je vais dans les toilettes, je reviens et j'appelle mon mari. Je lui dis, bon, je viens de perdre les os. Et puis, comme je riais encore à moitié, lui, il croit que je fais une blague. Il me fait, ouais, c'est ça, bon, je viendrai pas. Hein. Et puis, il raccroche. Alors, je le rappelle. Je dis, mais non, mais chérie, j'ai vraiment perdu les os. On va tout de suite à l'hôpital. Tu prends le sac et tout ça. Ah bon, ok. Et donc, j'arrive et moi, j'étais dans un délire de naissance naturelle. Bon. Tu peux expliquer ce que c'est? Parce que la naissance naturelle, c'est non, je vais pas faire de péridurale, je vais prendre des petites billes d'homéopathie, je vais prier, et puis tout va bien se passer, tu vois. Et ça, c'est parce que je suis... voilà, ma mère aussi, qui est sage-femme, m'avait un peu influencée, parce qu'elle me disait, mais toi, t'es danseuse, t'as un corps fort, il n'y a pas de raison, tout va bien se passer, tu peux le faire, tu vois. Bon, moi, je sais pas, je m'étais dit OK. Puis c'est vrai qu'il y a un petit côté naturel qui est vachement plaisant. C'est-à-dire que tu vas dans une clinique privée, ça te coûte un bras, mais bon, tu vas dans une clinique privée, tu as toujours la même sage-femme qui te suit. Donc, quand tu perds les os, tu l'appelles elle, t'arrives pas n'importe où, avec n'importe qui, la meuf qui est disponible, tu vois. T'as ta sage-femme de référence, elle te connaît bien, elle a pris le temps. Donc, t'es un peu dans un petit cocon. Donc ça, évidemment, t'as l'impression que, tu vois, de faire bien. Donc, jusque-là, je croyais que c'était cool. Je ressentais pas vraiment de contraction tout de suite, quoi. Sauf que j'ai commencé à ressentir des contractions et ma sage-femme voyait que mon col ne s'ouvrait pas. Normalement, il faut que ça s'ouvre à 10 pour que le bébé sorte. Et on peut te poser une péridurale. Bon, ça dépend vraiment des médecins et tout ça, mais pas quand t'es à 3. Il faudrait attendre quand même que tu sois à 4, 5. Mais pas non plus quand t'es à 8, parce que c'est fini le travail, il faut y aller, tu vois. Donc tout ça, quand tu as une première grossesse, des fois tu maîtrises pas complètement, mais bon. Donc la première nuit se passe, j'ai des contractions, mais enfin je tiens bon, tu vois. Et la sage-femme, il y avait comme ça un peu d'encens, des choses, tu vois, pour que je me sente bien. On me met dans une baignoire. Enfin, rien n'y fait. Ah, donc tu l'as fait de par l'eau? J'essayais, mais rien ne marchait. C'est-à-dire que t'étais à poil dans la baignoire oui. Et t'attends que ça vienne et t'es là genre mais je m'emmerde. Tu peux rien faire. Mais c'est-à-dire que si tu t'emmerdes, c'est bien, mais t'as mal. Ah donc t'as mal quand même. Ah non, t'as mal à mourir. Okay. D'accord. Et pardon, j'avais pas compris ce paramètre-là. Ah non, t'as mal à mourir. Mais c'est vrai que je l'ai pas dit parce qu'en fait moi je suis un bon petit soldat. J'ai mal mais je ferme ma gueule, tu vois. Je suis là la Vierge Marie quoi. Tout va bien se passer. Je me disais non mais bon, toutes les femmes sont passées par là, reste tranquille, c'est pas la peine de hurler, de te mettre dans tous ces états. On va y arriver. Bon, c'est que t'avais pas encore si mal, j'imagine. Parce que je pense que quand tu hurles, c'est que t'as pas le choix. Ça dépend des femmes, en fait, tout simplement. Il y a des femmes, c'est naturel chez elles de faire sortir. Puis il y en a d'autres qui intériorisent et qui font pas sortir, mais qui ont mal quand même, tu vois. Moi, j'étais pas du genre à hurler comme une tigresse. J'étais plutôt dans quelque chose de très... Bon, faut dire que voilà, je suis danseuse. J'ai une relation au corps et à la douleur qui est quand même assez poussée. Je peux supporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je supportais, j'attendais, bon voilà. Mais en fait, t'es tordu, c'est pas à l'aise, quoi. Et puis, en fait, le temps passe, mais le temps passe 24 heures. Et tu peux pas aller au-delà de 24 heures quand t'as perdu les os, parce que sinon, tu mets en danger ton bébé. Donc, en fait, au bout de 20 heures, 22 heures, on a commencé un peu à flipper. Même étant dans un bain, ça aide pas? Ouais, non. D'accord. Non, parce que ton bébé peut commencer il peut y avoir des complications, en fait, à l'intérieur. Donc, ça, c'est une règle. Si au bout de 24 heures, t'as pas mis bas, on t'ouvre par césarienne. Donc là, ça faisait 20 heures, 22 heures. Les gens, tout le monde commençait un peu à s'inquiéter. Et pendant ce temps-là, toi, tu dors pas? Ah non, tu n'arrives pas à dormir. Tu dors pas, tu bois pas, t'as pas le droit de boire. Ah oui, voilà, c'était ma question. Ah oui. Non. Ah, donc là, t'es sous perfus? Non, moi j'étais rien du tout. Non, t'es rien du tout. Tu essayes tout. Et tu crèves la dalle. Franchement, c'est le dernier de tes soucis. Hein. T'es plutôt, t'es plutôt en train de. J'aime tellement manger que c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Non, tu t'essayes les positions, tu vois. Alors, le mari, il essaie un peu de faire des choses. Bon, moi, je te cache pas qu'au bout de quelques heures, je dis au mari, écoute, mon chéri, va fumer des cigares devant la maternité. Là, on te rappelle quand c'est fini, parce que là, ça m'aide pas du tout. En fait,
c'est quelque chose... moi, j'ai ressenti quelque chose de très animal et c'est quelque chose qui se passe entre ton corps et toi. Et franchement, j'avais pas du tout envie d'avoir mon mec à côté. Oui, je te fais un petit massage du dos, mais dégage. Non, mais tu vois. Mais pas. Non, ça m'aidait pas du tout. Je sais qu'il y a des femmes que ça n'aime pas du tout. Et donc là, on était à un stade, voilà. Et là, il s'est passé un truc incroyable. La sage-femme a fait venir le chirurgien parce qu'en fait, ça commence à vraiment foirer l'histoire. Donc, il fallait faire venir le chirurgien pour voir si le bébé ne sortait pas, il fallait faire une césarienne. Et ils appellent un homme, donc chirurgien, le temps que l'homme arrive. Et là, le mec arrive. Et moi, je commençais à être un peu quand même... Là, on avait commencé effectivement à me mettre sous assistance respiratoire. Et puis, on allait me faire une péridurale. Bon, là, ça commençait quand même à foirer, tu vois. Ça sentait pas bon, le scénario. Et le mec arrive et il me fait « Ah, mais c'est Mademoiselle Palombe. C'est notre petite star, c'est notre déesse. Mais il lui faut un homme, elle, pour l'accoucher. » Et là, j'étais là... Mais quel connard! Il croit vraiment que c'est le moment de faire ce genre de joke à 2 balles, tu vois. Mais d'où il sort, lui? Il te un mec, connaissait déjà? T'es obligé de rencontrer ton chirurgien au moins une fois. C'est à 7 ou 8 mois. Pour justement dire, oui, s'il arrive quelque chose, j'autorise évidemment qu'on m'ouvre le ventre. J'ai pas envie de crever, moi et mon bébé, tu vois. Et il s'est dit, tiens, en faisant le bon gros macho, je vais faire sortir Exactement, son bébé direct. Sauf qu'il n'est pas arrivé du tout, ce couillon. Ça n'a pas du tout marché. Et toi, t'as réagi comment sur le moment quand il t'a dit ça? Alors franchement, j'étais déjà un peu au bord de l'apocalypse, quoi. J'avais un peu du mal à... Tu souffrais beaucoup, là? Je souffrais beaucoup, et donc j'avais du mal à parler, et puis, oui, à m'exprimer. J'avais plus beaucoup d'énergie, en fait. Donc, tout me demandait un effort énorme. Donc, j'ai pas eu vraiment l'énergie, tu vois, de lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon gars, reste tranquille. Tu te pars en couille, tu vois. Mais je l'ai regardé comme ça, un peu... Oui, j'étais... Il était sexy. Vraiment interpellée. Il était pas mal. Non, il était pas mal, mais bon, ça devient intéressant. C'est pour ça que j'ai eu un doute, en fait. Je me suis dit, ma foi, ça se trouve, on sait jamais. Qu'est-ce qui va y arriver? Vas-y, Coco, sors-moi la tiraille. Et lui, il a voulu sortir les forceps, d'ailleurs. Ce qui est un truc qui se fait vraiment plus beaucoup. Ah, pardon, j'ai pas compris, là. Les forceps, tu sais ce que c'est? Non. C'est des cuillères en métal que tu mets dans le vagin pour essayer de tirer la tête du bébé quand la tête est proche. Ah ouais, d'accord. Mais c'est un truc qui se fait plus trop. J'étais pas prête à entendre ça. Autant on peut parler de cul autant que tu veux, autant les cuillères géantes dans le vagin, je m'y attendais pas, quoi. Tu vois le truc. Et donc, du coup, en fait, quand il a voulu faire ça, ma mère qui était là... Il s'est dit, je vais lui faire peur, ça va faire sortir le bébé. Oh là là, ça n'a pas du tout marché. Ma mère, déjà, elle l'a regardé comme ça, j'ai cru qu'elle allait le tuer. Elle s'est approchée de lui, elle a fait... vous allez enlever vos cuillères de la chatte de ma fille immédiatement. Monsieur. Bon, et là, ça a bipé dans tous les sens et il fallait passer absolument pour faire la césarienne. Bon, là, c'est évidemment un cauchemar, ça bipe, tu crois que tout le monde va mourir, on t'allonge sur un brancard et puis alors on m'attache les bras, on me dit que c'est très important de m'attacher les bras pour pas que je bouge. Très bien. Sauf que la sangle à droite lâche. Mais dès le début. Donc, mon bras, évidemment... Attends, donc on t'a mis les cuillères? Non, les cuillères, ma mère elle leur a dit vraiment de pas les mettre. Pourquoi il fallait être attaché? Parce qu'on allait te faire quoi? Pardon. Après les cuillères, en fait, quand ça bip, 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 ouais. Tu vois, ça veut dire qu'il y a un problème avec l'enfant, qu'il est en danger. Oh mince. Qu'il faut sortir tout de suite. Ok. Donc, on te met sur un brancard pour aller t'opérer. T'ouvrir. D'accord. Ah oui, donc là, césarienne. Là, césarienne. Okay. Et donc là, on t'attache, mais une sangle explose. Les sangles, voilà, au bras. Enfin, au poignet, au niveau des poignets. C'est vol au-dessus d'un nid de coucou pour les femmes enceintes, quoi. C'est génial. Et on me dit que c'est important. C'est hyper encourageant. Non, mais tu vois, alors moi, je dis, très bien. Donc, j'ai quand même une sangle qui tombe, donc j'ai le bras qui est ballant comme ça. Et donc, je dis au monsieur, au docteur, ils étaient 4, là, ils sont plusieurs, tu vois. Et donc, excusez-moi, la sangle a lâché. Et puis, personne ne me parle, tu vois. Et alors, moi, je tiens avec ma force le bras droit, parce que je crois dans mon cerveau que mes 2 bras doivent être alignés contre mon corps. Je me dis, s'ils ont mis la sangle, c'est que mes bras doivent être comme ça, bien alignés. Alors avec ma force, je tiens mon bras. Bon petit soldat. Putain, évidemment, ils n'ont jamais remis la sangle, bref. Et là, ils sont 4. Et il y a un mec qui est complètement bourré, je te jure, c'est vrai.
il dit à l'infirmière, mais pourquoi tu n'as pas répondu à mes messages que je t'ai laissés? Et là, je me dis, c'est une blague. Et là, t'as la meuf qui fait, non mais écoute, Adam, ce n'est pas le moment. Maintenant, nous devons opérer. Alors, est-ce que tu as bien tes centimètres? 3 centimètres à droite, 1 centimètre au-dessous du nombril. Ouais, mais quand même, c'était bien la dernière fois, tu trouves pas? On s'était bien amusé. Non, écoute, Adam, vraiment, là, essaie de te concentrer, reprends-toi. Ce n'est vraiment pas le moment de parler de ça. Et moi, j'étais là, mais ils se foutent de ma gueule. Mais qu'ils sortent mon bébé, putain. Non, mais t'es sûre que t'as vraiment vécu ça? Je te jure, c'est vrai. T'avais pas pris de drogue? Non, Il t'avait rien mis là à ce moment-là? Non, je te jure, c'est vrai. Incroyable. T'avais pas pris de péridurale? J'ai rien dit. Oui, ils l'ont mis. Ils l'ont fait. Ils l'ont si. fait rapido presto. C'est pas la péridurale qui aurait pu te... Non. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il foutait là, le mec bourré? C'était un infirmier? En fait, ils prennent un peu qui y a de dispo pour... Parce que les césariennes, elles sont pas prévues, puisque c'est une césarienne en urgence. Donc, en urgence, il faut trouver des volontaires, j'allais dire. Est-ce qu'il n'y a pas un petit volontaire, là, pour ouvrir le ventre de la demoiselle? Donc, ils essaient de... Donc, je me suis dit, putain, mais alors, voilà maintenant que je suis au milieu d'une histoire d'amour non réglée. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, j'étais à deux doigts de leur dire, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Ça baise pas? Il est où le problème? Venez me voir après dans la chambre, je vais régler ça. Je suis une très très bonne entremetteuse. Non mais... Donc finalement, l'enfant est sorti. Le divin enfant. Mais au bout de combien d'heures finalement? 24 heures quand il est sorti. Ah ouais. Et donc ça a pris que 2 heures finalement après après, ça va l'alarme. très vite. Après, Ouais. ça va très vite parce que... Que 2 heures, tu me diras. Non, ça va hyper vite. Ils ouvrent, paf, paf. C'est la durée du Titanic, quoi. Non, ils ouvrent. Moi, j'ai vu mon fils, pour moi, il était vivant. Bon, après, quand il est sorti, Ouais. en fait, il a mis longtemps à respirer. Donc, les autres membres, enfin, mon mari et donc ma mère et ma sœur qui étaient là, peut-être ma cousine, je sais pas, ils ont eu la peur de leur vie parce que le bébé ne pouvait pas être déclaré vivant tant que les examens, enfin, tant qu'on n'arrivait pas, en fait, à le faire crier. Mais moi, quand je l'ai vu sortir, je suis sûre qu'il a fait... Hein, ça, tu vois. J'ai entendu un petit bruit. J'ai vu qu'il avait un sexe masculin. Parce que je savais pas Quoi, si il bandait, j'avais pas demandé. c'est ça. Il est vivant, Il regardez. avait une Il est en queue. pleine forme. C'est mon fils. C'est mon fils. Je vois bien que c'est mon fils. Donc voilà, pour moi, j'étais dans aucune inquiétude. Ils te recousent, ça met une petite demi-heure, tu vois. Moi, j'étais vraiment, mais peinard, quoi. J'étais contente quand même, tu vois. J'avais pas de... Mais après, c'est quand même, la césarienne, c'est quand même un peu chaud. Mais c'est marrant parce que moi, il y a quand même pas eu de lien, enfin, il y a quand même pas eu de barrière avec la femme en moi, tu vois. T'avais une question? Non. Non. C'est-à-dire que quand le bébé est apparu, tu vois, évidemment, t'es crevé. En plus, césarienne, bon, je vais pas faire flipper, mais en même temps, c'est bien de le savoir. Moi, je le savais pas. Césarienne, t'es allongée et en réalité, comme on t'a ouvert le bas-ventre, eh bien, t'es allongée pendant 2 jours. C'est-à-dire que au début, t'es allongée, t'es bien allongée, t'es contente d'être allongée, tu vois. T'es sur un lit que tu remontes, là, comme les vieux, là. Enfin, tu vois, tu bip, t'appuies sur le bouton, t'as le haut qui monte ou le bas qui monte, super. Donc bon, très sympa. Donc tu poses pas trop de questions. T'es déjà contente d'être vivante, ton bébé est vivant, tout le monde est content, très bien. Tu peux bouffer, tu peux boire, alléluia, quoi. Sauf que le lendemain matin, quand la femme, elle vient et que tu te rends compte, en fait, que tu peux pas te lever, t'as pas les muscles. Et qu'en fait, il va falloir rééduquer, que ça va prendre quelques jours. Là, quand même, moi, j'ai eu un gros choc de ma vie parce que je n'avais pas compris ça. C'est peut-être évident quand on ouvre le ventre et que du coup, ça va être un moment, mais moi, j'avais pas compris. Donc, sur le moment... Tu n'avais plus quel muscle? C'est-à-dire qu'on te coupe au niveau des abdominaux du bas, puisqu'on te coupe au niveau, en fait, pour celles qui gardent leur poil, hein, au niveau du haut de la toison. Donc, si tu laisses pousser tes poils, après, la cicatrice, tu la vois plus esthétiquement. Moi qui suis toujours à poil, vous pouvez regarder mes photos. J'ai eu 2 césariennes. Franchement, on voit rien. Enfin, ou si on voit, c'est pas gênant. Mais par contre, tu peux pas te mettre assise. Les abdos, c'est le centre du corps. Et bon, moi, ça m'a fait hyper flipper.
Alors qu'en fait, c'est rien du tout. Au bout de 3-4 jours, évidemment, tu peux à nouveau te mettre assise. Mais sur le moment, si tu le sais pas, donc t'es là, t'es obligé de t'aider. J'étais là, mais quoi, j'ai fait la guerre ou quoi? T'as l'impression d'être, tu sais, la rescapée de la guerre. Tu te lèves comme ça, tout doucement. Et en fait, il y a eu ces 3-4 jours où, c'est assez pénible quand même. Hein. En plus, les infirmières, elles sont là. Ah bah allez, mademoiselle, il faut se lever. Hein. Ah bah allez, on y va. Allez, bah, ils sont toutes passées. Hein. Vous levez maintenant. T'es là, genre, connasse, laisse-moi tranquille. Tu vois, c'est un peu, voilà. Ce que je trouve hallucinant, en fait, c'est ton anecdote, en fait, qui sur ton accouchement. Je me rappelle quand même que tu as bien précisé que c'était en clinique, et du coup, je me dis, mais comment ça doit être en public? Est-ce que c'est pareil, finalement? Est-ce que c'est pire? Parce que... C'est comme les écoles, hein. Tu tombes sur des bons profs, des mauvais profs partout. Et là, c'est pareil. Tu tombes sur des bons ou des mauvais. Je pense pas d'ailleurs qu'ils aient été particulièrement mauvais. En plus, moi, j'adorais, je l'avais encore. Il y avait juste un infirmier bourré avec Adam. Ouais. Adam, Non, mais... si tu nous Adam. écoutes. Ouais, non, mais c'est parce que ça... Si tu veux pécho, faut lever le pied. Malheureusement, c'est un peu, voilà, c'est un peu aussi les paramètres qu'on peut pas maîtriser de la vie. Évidemment que le mec, il était pas très professionnel, c'est moins qu'on puisse dire. Et le chirurgien, finalement, le chirurgien, c'est lui finalement qui a ouvert. Il a ouvert très bas et très petit, d'ailleurs, très bien. D'ailleurs, il le disait, c'est une danseuse. C'est une danseuse, on coupe petit et bas, il faut rien qu'on voit. Et non, ça, il a très bien fait. Mais ouais, c'est une épreuve. Et oui, effectivement, en public. Remarque, la deuxième fois, j'ai accouché en public. Non, j'ai accouché en privé aussi. Les 2 fois, j'ai accouché en privé, moi. La deuxième fois, c'est pour des raisons médicales, mais j'ai accouché en privé. Mais c'est malheureusement, ça, c'est un peu, c'est la vie, quoi. Tu sais pas trop sur qui tu vas tomber, il faut faire avec. Est-ce que tu as vécu différemment ta sexualité, du coup, après ça? Parce qu'on a démarré cette J'aurais eu conversation, peur. tu disais que... Non, mais tu disais Oui. tout à l'heure que ta sexualité avait beaucoup changé avec l'arrivée de tes enfants. Oui, parce qu'en fait, ce qui a changé, c'est, comme je te le disais, j'ai pas vu d'arrêt de la sexualité parce que à la maternité, mais je crois que ça vient aussi beaucoup du mec. Donc, s'il y a des hommes qui nous écoutent, mon homme n'a pas changé de regard sur moi aussi. C'est-à-dire qu'il a continué à me caresser, à me désirer. Et ça, c'est quand même très important. Parce que c'est aussi de là que peut évidemment naître le désir. Donc, c'est vrai que dans le désir, j'ai pas senti de différence parce que il y a eu les caresses et puis dès qu'on est rentré à la maison, il y a eu les caresses un peu plus poussées avec la langue, les fellations. Les cunis, il a fallu attendre un petit peu puisque, comme vous le savez, c'est la mer Rouge pendant 2 semaines là. Enfin, le temps que tout ça se cicatrise, quoi. Il y a des pertes de sang qui durent 15 à 20 jours, ça dépend des nanas. Et donc, t'as peut-être pas envie aussi de te faire lécher tout de suite après, non? En mode, dès que c'était en ordre de fonctionnement, j'avais envie, oui. J'avais envie parce que j'avais envie d'être aimée, j'avais envie de retrouver justement ces sensations de femme. C'est hyper révélateur ce que tu viens de dire. J'avais envie d'être aimée. Comme si ça passait... Enfin, ça passe pas nécessairement par là non plus. Oui, ça passe pas nécessairement par là, mais enfin, moi, quand même, je trouve que c'est un acte d'amour magnifique de faire un cuni à une nana. Je pense que justement, quand tu as eu le corps comme ça, qui est devenu gros, et puis quand tu accouches, il devient pas mince immédiatement, t'as encore les déformes de grossesse qui sont là, ça part progressivement. Donc, tu peux avoir un regard... suivant les femmes, moi j'ai un regard assez bienveillant sur mon propre corps, mais suivant les femmes, tu peux être hyper choqué de ça, tu peux te détester, tu peux pas du tout aimer ton corps, etc. Donc à ce moment-là précisément, ça a encore plus de sens de faire un cuni à une femme qui a accouché il y a pas longtemps, parce que ça veut dire j'aime le cœur de ce que tu es, j'aime ton clito, j'aime tout de toi, et ça ne dépend pas de ces kilos en trop qui feront le chemin qu'ils vont faire de toute manière. Je pense que c'est une déclaration assez forte et qui permet que la femme reprenne confiance en elle, parce que c'est super de dire je t'aime ma chérie, tu es la plus belle, etc. C'est pas que je nie que ça a un impact, mais enfin tu vois, ça n'a pas le même impact. Parce que c'est quand même le corps qui a été touché. C'est pas du tout dans notre esprit qu'on a été touché. C'est pas notre esprit qui est tombé enceinte, c'est notre corps. Donc c'est super de faire des déclarations de mots, mais je pense que c'est encore plus important de faire des déclarations au corps, d'embrasser ce corps qui a vécu une épreuve démente que l'homme ne connaîtra jamais. C'est très important d'être au corps à corps, je pense,
Et ça, je l'ai vécu aussi parce que mon mari est comme ça et qu'il a complètement participé à cette chose-là. Et donc, ça a permis. Et pourquoi, par contre, j'ai ressenti que je grandissais en tant que femme dans ma féminité, c'est que c'est énorme de devenir mère dans ce que ça raconte, dans ce que ça fait surgir de toi-même. Donc, ça commence pendant la grossesse, où il peut y avoir effectivement des flashs de relations entre ta propre mère et toi, des choses qui peuvent venir même de plus loin dans la lignée de nos ancêtres, des souvenirs de quand tu étais petite. C'est vraiment, je crois que c'est même hormonal, parce que c'est incroyable, des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé de ta vie qui ressurgissent et qui tout à coup te mettent du coup face à ces souvenirs-là, face à toi, enfant aussi, face à toi en tant que mère, face à ta propre mère, face à l'idée que tu te fais d'être mère, et quel genre de mère tu as envie d'être, et du coup quel genre de couple tu as envie d'être. Alors chanceux peut-être ceux qui ont eu un couple de parents extraordinaires et qui ont envie de s'inspirer d'eux. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens aussi qui ont eu des parents dont ils ont beaucoup de choses à redire et dont ils ont surtout pas envie à qui ils ont surtout pas envie de ressembler. Mais donc du coup, ça veut dire aussi, la question se pose, à quel couple j'ai envie d'inventer. Et ça, chers auditeurs, je vous propose et je vous incite à y réfléchir très, très sérieusement. Parce que c'est pas une fois que le bébé est là que c'est le moment d'y réfléchir. C'est bien de commencer avant. Parce que au moment où le bébé est là, c'est le cataclysme, hein, c'est le tsunami. T'as plus beaucoup de temps pour penser. Tu trouves que tu as beaucoup d'amis qui n'y pensent pas assez ou qui n'y ont pas pensé la assez majorité, tôt avant? La majorité. La majorité n'y pense pas parce que justement, il y a une facilité, et je le comprends. Comment ça se conjugue? Comment tu le vois? Je ne juge pas, mais je le vois parce qu'il y a une facilité à dire « Oui, bah écoute, on verra, hein, chaque chose en son temps. » Parce qu'il est beau aussi ce discours de dire « Oui, il n'y a pas de règles. » Et c'est vrai. Il n'y a pas de bons ou de mauvais actes. Et c'est vrai. Il n'y a pas de chemin tout tracé. Et encore une fois, c'est vrai. Donc, de se dire « Oui, nous, on fait au jour le jour, on verra bien. Puis ce qui doit arriver, arrivera. » Oui. Pour certaines choses, c'est vrai, et beaucoup dans la maternité, beaucoup de nos réactions et de nos actions vont naître de l'improvisation, et c'est tant mieux. Mais par contre, quel genre de mère j'ai envie d'être et quel genre de couple j'ai envie d'être, c'est pas nécessairement dans l'improvisation. On a besoin quand même d'y réfléchir, parce que justement, ça fait partie aussi de la projection j'allais dire du devoir de projection, t'imagines? Peut-être pas du devoir, c'est vraiment très personnel à moi-même, mais en tout cas de la proposition, de la possibilité de se projeter. Et c'est ça aussi qui peut sauver du burn-out. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. De se projeter, c'est aussi de se responsabiliser, de dire ok, je m'engage dans la personne que j'ai envie de devenir ou dans le couple que j'ai envie d'incarner. Oui. Et au moins d'essayer. Après, ça ne veut pas dire que forcément ça marche parce que les aléas de la vie, mais au moins j'ai cette volonté-là. Oui, et puis ça évite justement de tomber dans le cliché de cet étau où la maman est prise entre les injonctions tu seras une mère parfaite et puis la dépression, la chute d'hormones, la chute d'hormones du postpartum qui peut emmener à une dépression du postpartum. Et donc, quand ils ont cet étau entre je suis une merde, j'ai plus une seconde à moi, j'ai des cernes jusqu'au bas du ventre et je me suis pas lavée depuis une semaine et mon mec, il m'a pas touchée depuis je sais pas combien de mois. Et en même temps, comme je les envie, ces femmes qui ont l'air super heureuses et qui sont là à se balader avec leur gamin sous le bras et leur rouge à lèvres et leur talon aiguille, ben forcément, il y a un petit... Là, t'es dans un étau horrible, quoi. T'es dans un truc, t'es pris en sandwich et ça peut être extrêmement douloureux. Mais justement, c'est un échappatoire de rêve d'avoir pensé en amont. Chacune et chacun doit décider, ou en tout cas se proposer à soi quelque chose, un programme. Donc peut-être que toi, tu trouves ça génial et que c'est très féminin pour toi le rouge à lèvres et que c'est important, mais du rouge à lèvres, ça prend 1 seconde et demie. Si pour toi, c'est important, si pour toi, tu trouves que putain, c'est trop funky, c'est trop rock'n'roll, c'est trop glam d'avoir une touche de rouge à lèvres, même avec des cernes jusqu'au cul, même avec les kilos en trop, on s'en fout, mais putain, j'ai mon rouge à lèvres. Génial. Si pour toi, ce qui est important, c'est, j'en sais rien, autre chose, que chacune cherche, et ça peut passer par des choses, là évidemment volontairement, je donne des exemples légers et un peu qui sont légers, mais ça peut aussi être plus profond.
Est-ce que c'est important pour moi justement de faire l'amour? Et quand, comment, pourquoi? Tu peux très bien prendre une babysitter en journée et si ton mec a cette possibilité, et puis prendre un hôtel en journée et avoir ce moment avec ton mec. Ou alors c'est le soir parce que les grands-parents sont dispo, j'en sais rien, mais il faut y réfléchir. Et si c'est important l'amour, alors il faut réfléchir parce que ça va tellement être la folie que tu vas pas voir passer, tu vas te retourner, il va y avoir 1 an ou 2 ans derrière toi. Et tu n'auras pas pris le temps de cet amour-là. Et pareil pour merci de prendre le temps de parler de tout ça. Je trouve que c'est hyper cool. Pareil pour la femme. C'est-à-dire que si tu te laisses aller, bah, tu es en jogging, en fait. Donc, si, je ne juge pas les meufs qui sont en jogging, si pour toi, tu te sens super bien en jogging, que tu as l'impression que c'est génial, que ton idéal de maman, c'est le jog pendant 6 mois. Écoute, meuf, vas-y. Mais si tu mets un jogging, mais que tu te regardes dans le miroir et que tu fais putain, et voilà, et maintenant moi je suis en jog, mais j'ai l'air de quoi, je suis trop moche, je ressemble à rien, bah alors là il y a un problème. Et donc ce problème il peut être réglé, il faut juste y penser en amont. Et si c'est pas le jogging, c'est quoi? Parce que pendant la grossesse, t'as du temps pour penser à ça et pour te projeter. Et entre ce que tu t'étais projeté et la vraie vie, et la reprise, par exemple, sexuelle avec ton partenaire, comment c'était? Est-ce que tu t'es projeté un truc doux et en fait pas du tout, ou l'inverse? Moi, je suis assez terre à terre, donc je m'étais dit, bon, si ma chatte est en réparation pendant quelques jours, donc une vingtaine de jours, c'est la moyenne, hein, peut-être je peux utiliser ce temps-là, évidemment, pour faire autre chose. Donc, très terre à terre, je m'étais dit, bon, évidemment, les caresses, etc. Puis je m'étais dit, peut-être la fellation, ça c'est quelque chose, si mon corps me permet d'être à genoux ou à 4 pattes ou dans une situation où je peux faire une bonne fellation, je m'étais projeté ça en me disant, tiens, ça serait chouette de commencer par là. Et effectivement, c'est par là que ça a commencé. Et j'ai un super souvenir de ça, parce qu'en plus, bon, ça c'est peut-être pour moi, mais pour moi, la fellation, c'est un acte quand même assez fort érotiquement parlant. Et donc, du coup, d'avoir le bébé qui dort... en plus, ça dort toujours un peu d'un œil, ces petits bébés, là, au début. Donc, d'avoir le couffin, enfin, le landau, qui est là, vraiment pas loin. Hein. Généralement, les premiers mois, on n'ose pas le mettre complètement dans une chambre à côté. Donc, il est derrière un paravent ou dans une chambre, mais avec la porte entrouverte. Donc t'es là, comme ça, et de faire cette fellation, ça m'avait paru vraiment génial, hyper érotique. Ouais, ça devient super chaud. Ça devient plus chaud qu'une fellation normale. Quoi. Enfin, hyper chaud. Tout court. Voilà. C'était hyper chaud. Et les seins, oui, parce qu'il faut dire aussi que les seins, quand tu allaites, ils sont pas non plus disponibles, en fait. Parce que déjà, si tu les touches, le lait sort. Donc, c'est pas vraiment l'idée, hein, puisqu'on va garder le lait pour le bébé. Donc, en fait, il te reste pas beaucoup. Il te reste évidemment les fesses. Il te reste l'anal si t'es motivé pour une pénétration anale. C'est complètement possible. Ou après, encore, comme on venait, et puis après, le reste du corps, les massages, les morsures, les jeux en tout genre. Bon, voilà. On veut pas tout savoir non plus, Julia. Non, mais là, je dis ce qui est possible. Mais, ouais. Non, mais le jeu, en fait, aussi, ce qui est marrant, c'est de reprendre tout de suite le jeu. Enfin, si vous avez une sexualité joueuse, mais moi, j'ai une sexualité joueuse où il y a comme ça ces jeux de rôle. Même si ça dure quelques secondes. Et ça, c'est important aussi de le reprendre, parce que du coup, toi, ça t'oblige, en tant que maman, ça t'oblige à switcher de la maman qui endort son bébé à « Oui, alors, vous êtes le réparateur de la je sais pas quoi d'ailleurs, de la machine à laver. » Et tu veux dire que par le jeu, du coup, ça te permet d'oublier un peu ton quotidien et les tâches et tout ce que tu as à faire. Ça permet surtout, c'est pas oublier, ça te permet de te rappeler que t'es femme, c'est pas oublier, c'est pas une fuite, ça te permet justement de te reconnecter à la femme qui est en toi. Parce qu'en fait, l'écueil, il est très simple, c'est que la femme qui est en toi, elle disparaît. C'est ce qui arrive à beaucoup de femmes. Même des femmes qui sont très intéressées par le sexe, hein, mais au moment où elles deviennent mères, ça disparaît. C'est vraiment, tu vois, c'est comme dans le cinéma, là, fondu enchaîné, hop là, elle est partie. Elle est où? Et donc, du coup, s'il n'y a pas une vraie complicité avec le mari, une vraie complicité sexuelle, qui peut justement te ramener à ça, de toi-même, tu peux... Donc, moi, il y a une chose aussi que j'ai faite qui m'a super aidée, c'est que je suis allée dans la salle de bain toute seule, après ces 20 jours de postpartum, là. Et j'ai pris un jouet à moi, un sextoy,
Et dans la douche, pommeau, sextoy, main, etc., doigts, quoi, je veux dire. Main, oui, la main entière dans le vagin, non. Et j'ai commencé à tester pour... C'était un peu comme si je testais ma bagnole pour être sûre qu'elle marche bien, tu vois. Et donc, je suis allée jusqu'à la jouissance entre moi et moi-même dans la salle de bain. Et ça m'a beaucoup aidée, ça m'a beaucoup réconfortée. Je sais pas si ça peut aider d'autres femmes, mais pourtant, j'avais pas du tout... c'est marrant ce que j'avais pas peur, mais ça a été mon réflexe. Ouais, mais c'est marrant parce que j'ai fait un épisode avec Madame Meuf et elle a fait la même chose aussi. Pareil. Ah bah voilà. Au bout je sais plus combien de temps, elle avait dit un peu plus d'une vingtaine de jours, je crois. Pareil, elle avait apporté d'ailleurs son vibro qui trônait sur la table et qui était tout usé. Et elle expliquait que c'était ça qui l'avait aidé un peu à la remettre aussi. Moi, c'est une chose que je raconte d'ailleurs dans le spectacle Le Postpartum Show. Et je pense que c'est très important pour les femmes. Super. Eh ben, on a fini. J'ai juste quelques petites questions que je pose un peu à tout le monde, si tu veux bien y répondre. Est-ce que tu te souviens sur quelle chanson tu as embrassé la dernière fois? Sur quelle chanson j'ai embrassé? Je pense que c'est hier soir. Et c'était un titre en plus vintage à mort. C'était un titre de Freddie Mercury. Oh! C'était un titre de Freddie Mercury et c'était... merde, j'ai We Are the Champions, c'est pas celui-là évidemment. I want to break free. C'était celui-là. Merci. Ah ouais, génial d'embrasser là-dessus. Ouais, I want c'était hier to soir. break free. Dans un super resto. En plus, c'est une belle déclaration d'amour cette chanson. Ok, trop bien. Et de manière générale, sur quel style musical aimes-tu faire l'amour? Alors moi, vous savez que c'est mon métier, la musique, puisque je chante et que mon mari est compositeur. Alors la musique, c'est pas que c'est mon boulot, mais il y a un peu de ça. Tu vois, donc t'aimes pas mélanger le. J'écoute, non, mais j'écoute sais pas là où tu manges, quoi. Ben non, par exemple, j'ai fait une petite après-midi dans un hôtel avec mon mari pour nos noces de faïence il y a quelques jours. Et je lui ai demandé s'il voulait que j'amène de la musique et tout ça, et il voulait pas. Donc oui, nous, comprends. Le silence, c'est notre propre musique. Oui, je comprends. Donc, je crois qu'on aime bien. Mais il m'arrive, et là, récemment, il m'est arrivé de mettre un vinyle de jazz woman comme Etta James, tu vois. Yes. Moi, j'ai un faible. J'ai un gros faible sublime. pour Etta James et pour d'autres chanteuses de cette veine-là. Trop bien. Petite dernière question. Si tu avais... Est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un que tu aimerais conseiller, que tu aimerais avoir à ce micro, que tu aimerais écouter? Intéressant. Est-ce que j'aimerais... Est-ce que tu aussi accueilles des hommes? Ah bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, et moi, je laisse la parole autant aux femmes, parce que pour la sexualité, ça correspond tout le monde. J'ai quelqu'un, il est auteur de haïkus érotiques. Oh, ok, cool. Tu veux bien dire son nom ou... Il s'appelle Igor. D'accord. Le nom de famille, j'arrive pas à le prononcer. C'est un nom russe. Russe, japonisant. Et pourquoi tu penses à lui? Je pense à lui parce que j'adore son livre de haïkus érotiques. Et c'est un des seuls hommes que je connaisse qui a ce rapport à l'érotisme qui est vraiment extrêmement poétique et qui est aussi beaucoup lié au travail. Car c'est un homme qui a un double travail. Et la journée, il est chasseur de tête. Et donc, il reçoit beaucoup de personnes, hommes ou femmes, qui doit, enfin, je sais pas si c'est juger, mais qui doit choisir. Enfin, je connais pas bien ce métier, mais du coup, ils sont dans des bureaux. Enfin, c'est très, c'est pas des banquiers, mais enfin, quand même, c'est ce genre-là. Et il y a beaucoup d'érotisme lié, enfin, qui est emprunt, qui transpire cet univers-là. Ce qui est assez rare quand même. Ah, c'est chouette, ça m'intéresserait de voir ça. Ouais. C'est assez original. Et donc, c'est pour ça que je pense à lui. Trop bien, super, trop cool. Merci beaucoup, Julia, c'était hyper cool, c'était très chouette. On a, en plus, moi, j'ai appris plein de choses parce que je n'ai pas d'enfant, donc c'est bien. C'est bien de se préparer un petit peu parce qu'on n'en parle pas assez. Et ouais, en plus, avec humour, légèreté, j'ai beaucoup aimé notre échange. Merci beaucoup. Merci.
Merci les cocos. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est vraiment, vraiment ça qui fait vivre le mon bouche podcast. à bouche, quoi. On prend le bouche à bouche aussi. Vous pouvez en parler du coup bouche à oreille, bouche à bouche, en laissant des commentaires sur Apple Podcast ou Spotify ou sur Podcast Addict ou n'importe quelle appli que vous voulez. Mettez 5 étoiles. Vous pouvez partager sur Instagram. Non mais ça, il y a tellement de trucs maintenant, il faut tout dire. C'est vrai. Oh là là, tous les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas. Également, il y a plein de contenus exclusifs pour les Patreons. Voilà, là, je suis en train de mettre en place plein de choses et normalement, ça va être trop, trop bien. J'adore voilà, Patreon. On Venez Discord, sur Patreon. Yes. On discute pas mal avec le Coco Club sur le Discord justement pour faire évoluer tout ça. Et donc, j'avance vraiment main à main avec les auditeurs et c'est un réel plaisir. Je vous embrasse tous très, très fort. À très bientôt.